Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être parmi vous ce soir. Et surtout, je vous remercie encore une fois pour tout le travail qui a été fait pendant la dernière détention, quand j'étais en détention administrative. Et merci de la part de tous les prisonniers politiques, parce que aussi eux, ils sont au courant de votre mobilisation et votre solidarité pour eux. Si on veut parler de la question de la détention des prisonniers politiques, c'est une question qu'on peut parler des heures et des heures. Je vais essayer faire un résumé au mieux, comme ça on passe questions-réponses si ça vous intéresse. Aujourd'hui, dans les prisons israéliennes, il se trouve 5500 prisonniers politiques. Parmi eux, il y a 1000 prisonniers malades, 62 femmes, 230 enfants, 85 prisonniers qui ont dépassé 25 ans en prison, 10 qui ont dépassé les 30 ans. Il y en a 2 ou 3 qui sont là depuis 35 ans, 36 ans dans les prisons. Je vais commencer par parler de la question des prisonniers en détention administrative, comme là j'étais récemment. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation israélienne. L'occupation israélienne, elle l'a repris pour l'appliquer sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à la responsable militaire, pour la Cisjordanie, c'est le responsable de l'armée israélienne en Cisjordanie. Pour les gens de Jérusalem comme moi, c'est le ministre, ce qu'on appelle le ministre de la Défense israélienne, c'est lui qui donne l'ordre. C'est un ordre entre 1 mois et 6 mois, c'est renouvelable. En fait, tu passes, comme j'ai fait, 6 mois, plus 4 mois, plus 3 mois, c'est renouvelable. Alors, il y a des gens qui sont passés des mois et des mois, mais surtout, il faut savoir que cet ordre ou cette détention, elle est classifiée discrète. Ça veut dire le dossier d'un prisonnier, le prisonnier et son avocat, ils n'ont pas le droit de savoir pourquoi le prisonnier il est en prison. Comme il est classifié discret, le dossier il reste entre le juge et le procureur. Et le prisonnier et son avocat n'ont pas le droit de savoir pourquoi. La durée la plus longue pour un prisonnier en détention administrative d'un seul coup, si on peut dire ça, c'est 8 ans. C'est un prisonnier de Jenin. Le deuxième, c'est un prisonnier de Ramallah. Il a passé 7 ans d'un seul coup de se faire renouveler tous les 6 mois. Aujourd'hui, la durée la plus longue, si on veut dire les dernières années, c'est entre 2 et 3 ans. Mais il faut savoir qu'après la réoccupation de la Cisjordanie dans les années 2000, 2001, il y a des prisonniers que moi je connais, il y a des dossiers que je connais bien, il y a des amis à moi, en faisant des allers-retours en prison par la détention administrative, ils ont passé 13 et 14 ans. Ça veut dire ils le prennent 2-3 ans, ils les libèrent 6 mois, 7 mois, 1 an, après encore 2-3 ans en détention administrative, et hop, ça fait 15-16 ans qu'ils sont comme ça. En total, ils ont passé 14 ans en détention administrative. Et c'est vrai que c'est dur la détention administrative, parce que toi, tu es là, déjà tu ne sais pas pourquoi tu es en prison, la famille ne sait pas pourquoi en prison, tu dois espérer d'être libéré à la fin de chaque détention. La famille aussi, elle doit espérer la libération de ce prisonnier à chaque renouvellement, et tu ne sais pas. Et c'est une torture psychologique qui n'arrête pas en fait. Par exemple, moi, le deuxième ordre militaire pour le renouvellement, le 4 mois, et je l'ai reçu le jour de ma libération en fait. Juste avant, je sortais par exemple le 10, le 9 le soir, j'ai reçu un ordre. Alors, mentalement, le prisonnier, il est déjà prêt à être à l'extérieur. Alors là, il est obligé de encore 4 mois de renouveler. Bon, si on parle, ça c'est au niveau de sentiments, bien sûr, mais au niveau du loi, ça, c'est rien à voir. Bon, ça existe dans le monde, la détention administrative, mais elle existe pour quelques jours, pour une question de sécurité. Mais là, les Israéliens, ils l'utilisent comme moyen de torture contre la société palestinienne. La deuxième question, là, c'est la question des enfants. Les enfants, il y a 230, 220, le chiffre, il monte, il descend, ça dépend de la situation politique. Les enfants, ils se trouvent dans deux prisons essentielles. La prison de Ofer, à côté de Ramallah, et la prison de Magiddo, vers Haïfa. Des enfants, on peut trouver des enfants de l'âge 13, 14, 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans.
Il y a des enfants qui se sont fait arrêter à l'âge de 7, 8, 9 ans. Ils les prennent pour quelques heures, quelques jours et après ils les libèrent. Ces enfants-là, ils sont traités les mêmes circonstances de détention que les prisonniers adultes. Il n'y a pas de différence dans les circonstances de détention. Par exemple, les enfants, ils sont interdits de continuer leurs études pendant leurs mois et années de détention. Les livres, la majorité des critères de livres, si on peut dire, ils sont interdits de recevoir. Ils sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires pour les gens de la Cisjordanie, les mêmes tribunaux militaires illégaux pour les enfants. Et malgré qu'Israël avait signé la Convention des droits des enfants jusqu'à aujourd'hui, elle refuse d'établir un tribunal spécial pour les enfants. Si on imagine qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de cas des enfants qui se sont fait arrêter à l'âge de 14, 15, 16 ans et ils ont des peines de 17, 18 et 20 ans de prison. Ça veut dire qu'ils vont passer plus que la moitié de leur vie en prison qu'à l'extérieur. Si c'est passé dans le cas de Ahmad Manasra et d'autres cas, ça je donne un cas qui est connu, le Ahmad Manasra de Jérusalem, et il y a d'autres enfants qui vont passer plus que la moitié de leur vie à l'intérieur de prison qu'à l'extérieur de prison. Les circonstances à l'intérieur de prison, ils sont souvent difficiles. Par exemple, les enfants, ils sont enfermés entre 15 et 17 heures par jour dans leur cellule. C'est juste récemment, dans les dernières années, après une grève de la faim, que l'administration de prison elle a accepté la présence d'un prisonnier adulte ou de prisonniers adultes dans les sections des enfants pour les aider à gérer leur vie. Parce qu'on imagine quand on enferme des enfants de 14, 15, 16 ans, 17 ans, tout seuls pendant des mois et des années, comment ils peuvent gérer leur enfant. Parce que eux, par exemple, comme les restes des prisonniers, ils sont obligés de faire de faire la cuisine, de faire leur propre manger. Alors, pour eux, c'était une vie difficile. Par exemple, là, ça se passe pour les enfants, mais aussi pour le reste des prisonniers, la question des transferts de ces enfants entre les prisons ou entre les prisons et le tribunal. Par exemple, un enfant qui veut se faire transférer de la prison de Magiddo pour aller au tribunal militaire à Ofer, ce qui s'est passé dans mon cas d'être transféré récemment. Par exemple, l'enfant il est obligé de se réveiller à 5-6 heures du mat', de s'habiller en brun, de mettre son costume spécial à prison. Il se fait à 6h, 6h30, on le fait sortir de sa cellule, on le fouille 2-3 fois, on les menotte main-pied jusqu'à 8 heures, on les met dans une cellule spéciale, une salle d'attente hors de la section jusqu'à l'arrivée des forces spéciales. Et ça, on parle été, hiver, c'est toute l'année la même chose. L'enfant, à 8 heures, l'arrivée des forces spéciales, ils sont refouillés encore une fois par les forces spéciales, des fois avec la présence des chiens. On les prend jusqu'à devant un bus qu'on le voit de l'extérieur, c'est un bus 5 étoiles, mais ce bus, quand tu rentres dedans, c'est un bus blindé en fait de l'intérieur. Le toit, le sol, tout ce qui est fenêtres sont blindés par le fer. Les sièges, c'est des sièges de fer. Ce bus, il est coupé en 3 morceaux. Un morceau si on veut, pour les prisonniers adultes, un pour les enfants, un pour les femmes. Ce bus, l'été, il fait super chaud. L'hiver, c'est un congélateur. Pour un enfant ou un prisonnier qui va se transférer de la prison de Magiddo pour aller jusqu'à, par exemple, le centre où il regroupe tous les prisonniers pour les rediffuser, par exemple, un enfant, il peut passer 14 heures dans ce bus. Parce que ce bus, il fait la tournée de toutes les prisons qui sont dans le nord. Par exemple, il va de Magiddo à Gilboa, à plusieurs prisons dans le nord. Il vide, il reprend les prisonniers qu'il veut transférer. Alors un enfant, il peut passer 14 heures. 14 heures sans aucun arrêt. Les forces spéciales qui transfèrent les prisonniers, ils ont des ordres clairs de ne pas s'arrêter n'importe ce qu'il arrive à un prisonnier. Moi, j'ai connu un vieux prisonnier qu'il a eu une crise cardiaque pendant son transfert. Les forces spéciales, ils n'ont jamais voulu s'arrêter jusqu'à l'arrivée à la destination prévue. Alors ces enfants, on les fait dormir dans une prison dans le centre. Le lendemain, à 6 heures du matin, on les ressort à 6 heures dans la même façon, fouillés, menottes, main-pieds, pour les transférer à la prison de Ofer.
dans la prison de Ofer, par exemple, il y a le tribunal militaire, on les vide, les prisonniers et les enfants, dans des petites cellules dans le ciel ouvert. Il n'y a pas de fenêtre dans ces cellules. On les enferme de 6h, 7h du mat jusqu'à 6h le soir, jusqu'à ce que tout le monde a fini. Et même si on a tous fini avant, tu es obligé de rester. Alors les enfants dans les prisons, dans ces conditions-là, franchement, c'est leur enfance qui est risquée. Moi, j'ai travaillé comme rechercheur à Jérusalem avec la question des enfants après leur libération. Un enfant qui a passé 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans en prison, quand il sort, moi, ce que j'ai vu, tu n'es plus devant un enfant. Il y a une période dans sa vie qu'il a perdue. Quand il passe 6 mois, 7 mois enfermé, par exemple les enfants de la Cisjordanie, il y en a parmi eux qui peuvent passer des mois et des mois sans pouvoir visiter parce que simplement leurs parents, ils n'ont pas les permis de l'armée israélienne pour dépasser les checkpoints pour aller visiter. Alors un enfant, il peut passer 2, 3, 4, 5, 6 mois sans pouvoir visiter sa famille, sans savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, vu que les visites ils sont limitées que à la famille proche et que à la famille proche. Et dans les critères de la famille proche, si tu es un ancien prisonnier ou si tu es considéré comme un danger sur la sécurité d'Israël, là c'est mort, tu ne peux pas visiter. Alors il y a des enfants qui passent des mois et des mois et des mois sans pouvoir visiter. Troisième sujet, c'est les prisonniers malades. Aujourd'hui, il se trouve 1000 prisonniers malades dans les prisons israéliennes, des différentes maladies. Ces prisonniers, vraiment, ils risquent leur vie dans les prisons israéliennes, vu que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, il y a 221 prisonniers qui sont morts dans les prisons israéliennes. Il y a ce qu'on appelle, nous, les prisonniers, c'est notre expression, c'est négligence médicale. Cette négligence médicale qui est faite exprès par l'administration de prison. Et on le voyait, on sentait que c'était exprès pour viser la vie de ces prisonniers. Parce que quand on imagine qu'un prisonnier que nous, on connaît bien, qu'il est toujours aussi, il est là depuis 17 ans, mais à l'époque, en 2002-2003, quand j'étais lors de ma première emprisonnement, il est venu avec une maladie aux yeux et au bout de 5 ans, il est devenu aveugle parce qu'il n'a pas reçu le soin adapté à sa maladie. Aujourd'hui, c'est 1000 prisonniers malades. Moi, je vais donner un exemple pour simplifier. Nous, on était dans la prison de Negev, là, parce qu'on est là, la plus récente, quand j'ai été libéré, là, on était dans une prison qui se trouve vers les frontières égyptiennes, qui s'appelle la prison de Negev. On était 1600 prisonniers politiques, détenus dans 3 façons différentes. Tu as la façon des cellules, on était 10, tu as les caravanes, et ça c'est au milieu du désert. Hein. Il y a les caravanes, on était 6, et tu as les grandes tentes, on était 20 par tente. Bien sûr, chaque section, il y a 120 prisonniers, et chaque section elle est isolée de l'autre par des grands murs, comme l'extérieur, des murs de 8 à 10 mètres qui séparent chaque section de l'autre. Alors pour ces 1600 prisonniers, tu avais 3 dentistes et 3 docteurs. Alors va gérer, vraiment, quand tu imagines, tu as 1600 qui sont déjà dans le désert. Parmi eux, il y a des centaines qui sont des anciens prisonniers qui ont des maladies. Il y a les prisonniers blessés qui étaient blessés pendant leur arrestation. Il y a des prisonniers qui sont aveugles. Il y a des prisonniers avec des maladies qu'ils avaient avant de se faire emprisonner. Alors, malheureusement, oui, si on demande à l'administration israélienne, c'est vrai que chaque soir, il y a un infirmier, après 7 heures, qui fait le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Bon, quand tu dis oui, je suis malade, pour les premières, la deuxième, et la troisième et la quatrième demande, tu reçois l'aspirine. Pour n'importe quelle maladie, l'aspirine, pour n'importe quelle maladie, avant de passer chez le docteur. Alors, normal, et ça c'est normal, qu'une fois que tu n'as pas reçu le soin adapté, tu es à l'aspirine depuis quelques semaines, c'est normal que ta maladie elle s'est développée de plus en plus. Alors, pour arriver au docteur, vu qu'il n'y a que 3 docteurs pour les 1600, des fois tu peux passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines jusqu'à pouvoir l'arriver au docteur, et là il s'est aggravé. Arrivé chez le docteur, si peut-être il va te donner l'aspirine et peut-être qu'il va te donner des soins, ça dépend. Par exemple, si tu as besoin de se faire opérer, ça je connais des cas précis. Il y a des prisonniers il y a un seul hôpital dans une prison où il y a entre 60 et 70 places pour les 5500 prisonniers. Alors des fois, tu as besoin d'attendre de 2 à 3 ans pour se faire opérer. Moi, je connais un cas précis, c'est un pote à moi. Il a passé 3 ans pour attendre que son tour il arrive pour se faire opérer.
Alors des fois, les maladies s'aggravent de plus en plus. Malheureusement, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a 4 prisonniers morts dans les prisons israéliennes. Le plus récent, Bassem Seyh, il y a 13 jours, qui est mort dans les prisons israéliennes. L'administration de prison, elle a préféré qu'il soit mort à la place de le libérer. Nous, je vais vous raconter, c'est une histoire que moi je connais personnellement, un cas juste pour faire comprendre. On avait un cas d'un prisonnier de plateau de Golan syrien occupé. Il était jugé à 27 ans, il avait passé 23 ans en prison. Et au bout de sa 23e année, ils ont découvert qu'il a le cancer. Et alors, ils ont décidé de le soigner, il s'est fait opérer. Mais parce qu'ils ont vu qu'il était au bout de sa vie. Et après son opération, le docteur il a donné un conseil que ce prisonnier soit libéré parce qu'il va être mort au bout de 6 mois. Bon, un tribunal, il s'est remis, il a remis sa peine, il était libre. Au bout de 6 mois, après 1 an, il a reçu les soins adaptés, il n'était pas mort. Alors le même tribunal, il s'est réuni pour essayer de le remettre en prison parce que les calculs des docteurs, ils n'étaient pas là exactement pour décider sa mort. Le plus pire de tout ce qui se passe aujourd'hui pour les prisonniers qui sont malades et qui sont morts, que le gouvernement israélien, il refuse jusqu'à aujourd'hui de libérer les corps morts des prisonniers. On les garde dans les frigos jusqu'à la fin de la peine de ce corps mort pour les rendre aux familles. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, les 4 prisonniers morts dans les prisons israéliennes, ils sont toujours détenus dans ce qu'on appelle les cimetières à numéro. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on les libère. Parce que parmi eux, il y a des prisonniers qui s'étaient jugés à vie. Alors les Israéliens, ils utilisent ça même après la mort de ces prisonniers. On continue la torture pour leur famille en gardant bien sûr le prétexte israélien que nous, on garde ces corps morts dans un cas qu'il y a un échange avec un parti palestinien. Comme ça, on a des choses avec quoi on peut, s'il y a un échange comme 2011, on a quoi à échanger. Alors ça, c'est de la torture de plus en plus pour les familles après la mort de ces prisonniers. Il y a la question, et là je vais parler sur 2 points après, parce qu'il est 9h15. Il y a la question de l'isolement total. Ça existe en Israël, le système de l'isolement total des prisonniers. C'est un système, en fait, plus ou moins comme la détention administrative. C'est un ordre, ce n'est pas militaire, c'est un ordre. C'est soit par l'administration de prison elle-même, soit un conseil de les renseignements à l'extérieur. Tu te fais juger dans un tribunal interne qui appartient à l'administration de prison. C'est des mois renouvelables en isolement. L'isolement, ce système, c'est une cellule de 2 à 3 mètres où on isole soit un prisonnier tout seul, soit à 2 maximum, dans une section où il n'y a pas des prisonniers politiques autour. Des fois, même les gardiens eux-mêmes, ils ne savent pas qui est le prisonnier qui est à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans la porte. Et quand il y a un papier à l'extérieur, toi, tu es marqué comme prisonnier, par exemple, 1450, 1650. Il n'y a pas le nom de ces ou ces 2 prisonniers. C'est une cellule de 2 à 3 mètres où on isole les gens pendant 23 heures. Ils ont le droit de sortir 1 heure dans une cour. Et quand ils sortent, ils doivent être tout seuls. L'heure de cette cour, tu ne sais pas, elle est à quelle heure, que ce soit midi ou 20h ou 6h du matin, tu ne sais pas. Quand tu sors dans la cour, tu dois choisir s'il doit être menotté main ou pied pendant l'heure de la cour, avec la surveillance bien sûr des gardiens et des caméras qui sont présents. Il y avait des dizaines de prisonniers qui étaient à l'isolement total, mais grâce à la grève de la faim qui a eu lieu en 2012, pendant 29 jours, ils ont réussi à en sortir au moins 40 de l'isolement total. Là, ils ont remis quelques-uns en isolement total. C'est vrai que la durée la plus longue pour un prisonnier à l'isolement total, c'était le cas de Hassan Salameh. Il a passé 12 ans à l'isolement total. Là, il n'est toujours pas libre. Il est depuis 20 ans en prison. Les restes, ils ont passé entre au moins 6 mois et 12 ans. Moi, j'ai vu un cas précis
qu'un prisonnier qu'il était à l'isolement total pendant 8 ans. Après 8 ans, ils l'ont sorti vers nous, il est venu vers nous. Nous, on était isolés dans une espèce d'une section, mais isolement collectif, si vous voulez. On était 3 par cellule, mais on se voyait. Mais à la fin du jour, on est enfermés qu'entre 3. Ce prisonnier, il est venu à l'isolement collectif. Et pour eux, sa punition, au bout de 8 ans, elle était terminée à l'isolement total. Il était jugé à vie. Il est venu vers nous, vers les sections là. Et au bout de 2-3 semaines, il n'a pas pu vivre. Il a demandé à nous, que nous, on demande à l'administration de la prison de le remettre à l'isolement total parce qu'il n'est plus capable de vivre avec des gens. Il n'était plus capable psychologiquement de voir des gens, de vivre avec des gens, de supporter les gens, supporter les bruits. Socialement, il n'était pas prêt à nous recevoir. Et il est sorti dans le cadre de l'échange avec le caporal franco-israélien Gilad Shalit. Aujourd'hui, moi je le connais, il vit à Ramallah. Il est capable juste de communiquer maximum avec 1 ou 2 personnes. Parce que vu les maladies psychologiques que tu peux développer quand tu passes des mois et des années isolé, enfermé de ta cellule, ils sont graves. La dernière chose que je vais en parler, c'est la création de la grève de la faim. La grève de la faim, c'est un des moyens de lutte que les prisonniers ils utilisent quand les circonstances de détention, ils arrivent au bout de leur quand ils sont vraiment durs. Quand ils parlent, bien sûr, je parle d'une grève de la faim collective, pas individuelle. La grève de la faim collective, pour l'organiser, tu as besoin de 1 an, 2 ans, 3 ans au moins pour organiser une grève de la faim, parce que vu qu'il y a 20 ou 22 prisons, faire la communication entre tous les prisons, prendre la décision, choisir les gens qui vont faire la grève, parce que naturellement, les gens qui sont malades, les prisonniers âgés, les enfants, tout ça, ils sont mis de côté dans une grève de la faim collective, parce que là, c'est un choix collectif où la décision d'entrer en grève, elle est collective, mais aussi la sortie, elle est collective. Il n'y a personne qui décide individuellement d'arrêter la grève quand lui, il décide. C'est pour ça que nous, on demande aux gens, quand on veut lancer une grève, c'est au choix de rentrer, mais ce n'est pas un choix d'arrêter. Et ça, c'est pour ça qu'il faut choisir les gens qui sont capables de supporter cette grève. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une grève de la faim, on sait qu'il y a des prisonniers qui peuvent mourir dans cette grève. Ce n'est pas un choix facile que de dire, bon, on déclenche une grève alors que tu sais que parmi les gens qui sont toi ou les autres qui sont autour de toi, tu peux perdre des camarades et des amis avec qui tu vis pendant des mois et des années. Alors, ce n'est pas un choix facile, mais pour défendre nos dignités et défendre nos droits en prison, on le faisait. Alors, quand il y a une grève de la faim qui est déclenchée, et c'est vraiment, l'organisation n'est pas facile, de faire la communication avec l'extérieur, choisir les gens, choisir la comité qui va gérer toute cette grève, faire les demandes, c'est un travail vraiment énorme. Une fois la grève elle est déclenchée, l'administration de prison et le gouvernement israélien, ils sont capables de tout faire juste pour arrêter cette grève. C'est pour ça que nous, moi et les autres, on dit que l'importance de soutien aux grévistes, il doit commencer vraiment au premier jour. Parce que ce gouvernement et l'administration de prison, ils ne vont jamais aller négocier avec les prisonniers s'il n'y a pas vraiment un immense soutien à l'extérieur. Il faut le soutien, il faut la pression sur Israël quand il y a une grève, parce que c'est avec ça qu'eux, ils vont y aller à l'intérieur, négocier avec les prisonniers. Bon, par exemple, nous, on a fait une grève en 2011. Le premier jour où on a déclaré la grève, les forces spéciales ils sont rentrées, ils ont confisqué tous nos biens, ils n'ont laissé rien dans les cellules, mais vraiment rien. Ils te laissent un drap, une tenue et c'est tout. Ils confisquent tout. Même le sel qui est important pour les grévistes, les dernières grèves, il était confisqué. Ils t'enferment, tu n'as pas le droit de sortir. Interdiction de visite des avocats, interdiction de visite des familles, isolé totalement. Et là, les pressions, ils commencent. Par exemple, ils te font transférer dans la même façon que j'ai dit. Ils transfèrent entre les prisons. Par exemple, du sud au nord au sud, du ouest à l'est.
ils font tourner tous les prisonniers. Une fois que tu es installé, par exemple, dans une section, ils viennent fouiller les chambres vides juste pour t'obliger à sortir, marcher, perdre de l'énergie, perturber ta sommeil. Parce que dans une grève, vraiment, déjà, tu dors à peine, après 4-5 jours, tu dors à peine 4 ou 5 heures la nuit parce que ton corps il refuse de dormir. Alors, dans ces 4-5 heures de sommeil, ils viennent fouiller les chambres. Les infirmiers ils jouent un rôle dans cette pression. Ils viennent distribuer des tracts où ils disent bon, si tu continues ta grève, tu vas devenir aveugle, tu vas perdre tes cheveux, tu ne vas jamais pouvoir marcher, tout ce genre de pression. Juste un exemple pour imaginer, nous, dans la grève de 2011, on était dans une section ouverte, si vous voulez, où la cour est au milieu et les cellules ils sont autour. Bah, d'un coup, tu voyais que les prisonniers de droit commun et la police, ils sont venus, ils ont installé des grands ventilateurs devant la fenêtre et la porte de chaque cellule. Ils ont démarré, après 11 et 12 jours de grève, ils ont démarré les ventilateurs. Nous, on s'est étonné pourquoi ils mettent des ventilateurs. Mais en fait, ils ont prévu derrière chaque porte un barbecue. Comme ça, l'odeur du barbecue, il rentre dans les cellules, juste pour sentir l'odeur de la viande, du poulet, les saucisses et tout, juste pour que tu t'obliges à demander, à manger, juste pour en fait un moyen de pression. Et ce qui s'est passé une fois, si c'est passé une seule fois, dans les années 90, qu'il y avait une grève de la faim, le gouvernement israélien a décidé d'arrêter cette grève. Un directeur de prison, il a pris 3 prisonniers en force, ils les ont menottés sur un lit, mains et pieds. La façon, c'était de faire entrer un tube par le nez pour qu'il arrive à l'estomac, pour leur renverser du lait, pour les obliger en disant bah, il y en a 3 qui ont arrêté la grève elle a échoué. Mais malheureusement, ce tube, il n'est pas parti dans l'estomac, il est allé dans les poumons. Ils ont renversé le lait et les poumons ils étaient remplis de lait et les 3 prisonniers ils étaient morts sur place. Alors, ils sont capables d'aller jusqu'à faire des crimes pour arrêter une grève de la faim. Face à ça, là je termine là, face à cette fascisme israélien à l'intérieur de prison, nous on sait que le but de notre emprisonnement, c'est de casser totalement notre volonté, casser totalement notre pouvoir de lutter. Alors, on avait un seul moyen, c'est de tenir debout. On change, on sait que la lutte n'arrête pas devant la porte de prison. La lutte, les façons de lutte, ils changent dans les prisons elles-mêmes. On avait une vie collective, on n'était que entre prisonniers politiques, parce que ça, c'est fait grâce aux anciens prisonniers qu'on n'était que entre prisonniers politiques. On avait notre vie organisée, on avait par exemple nos congrès discrets tous les 6 mois, 1 an, on avait nos élus, nos comités choisis dans la prison elle-même, la comité de sécurité, de culture, d'organisation. La vie, elle était collective et solidaire dans la prison elle-même. On a rendu utile au maximum les mois et les années qu'on a passés en prison. Moi, comme les autres, mais moi personnellement, tout ce que j'ai gagné politiquement, toute ma culture politique, j'ai gagné en prison, grâce aux anciens prisonniers qui nous formaient en prison. Par exemple, on était obligé de prendre 2-3 cours au moins par jour, lire 2-3 livres par mois, faire des résumés. Bon, c'est une vie collective organisée. C'est avec ça qu'on a pu sortir de prison avec une conviction plus profonde que ce n'est pas les prisons qui vont briser la lutte d'un peuple. À l'inverse, dans une prison, quand tu décides de rendre utile ces mois et ces années, tu peux gagner à la place de perdre. C'est vrai qu'on a perdu notre jeunesse dans ces prisons, mais on a gagné ces convictions politiques qui nous disent que Israël, comme le reste de tous les occupants autour du monde, il y a un jour, Israël ne peut pas être
contradictoire aux règles des histoires. Impossible. Israël, comme les restes des occupants, il y a un jour où elle aura un fini et le peuple palestinien il gagnera sa liberté. Merci.